L'accord a été reconnu par Rabin, disons, vers la mi-août. Et en 3 semaines, nous sommes arrivés à un accord total. Donc, ce que nous avons cousu ensemble avec l'équipe de Pérez, c'était un gruyère, un fromage de gruyère avec plein de trous. Bien voilà, il est 8h et bien maintenant 9 minutes sur Radio Kalita et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que dans le calendrier hébraïque, eh bien, c'est la journée anniversaire commémorative de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. C'était il y a 30 ans. Vous avez été vous-même pendant plusieurs années proche conseiller d'Yitzhak Rabin. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur la personnalité du Premier ministre assassiné et tout simplement d'abord comme première question, vous demandez où étiez-vous au moment où vous avez appris que Yitzhak Rabin avait été agressé et les fameuses 3 balles qui ont été tirées par Yigal Amir ce soir-là? Alors là, j'étais aux États-Unis en mission. Et puis, dans l'après-midi, on me téléphone pour me dire que le rabbin a été assassiné. C'était le choc complètement. Là, de dire, bon, il faut retourner. Et malheureusement, j'étais bloqué à Charles de Gaulle. Je suis resté à Charles de Gaulle. J'ai attendu que l'espace aérien israélien s'ouvre de nouveau. C'était après les funérailles. Et c'est là où finalement je suis arrivé en Israël. C'était pour moi, je dirais, le désespoir. J'étais assis dans la salle des VIP à Charles de Gaulle. Et puis les larmes n'arrêtaient pas de couler. J'étais complètement euh, étonné, surpris, terrifié par ce qui s'était passé et incrédule. Et je ne pensais pas que c'était possible. Alors à quand remonte votre première rencontre avec Yitzhak Rabin? À quelle date? Aux alentours de quelle période? Alors, Rabin, je l'ai connu quand j'étais déjà dans l'armée. C'est ça. Il n'y a pas un officier supérieur qui n'ait pas connu Rabin, qui était, je dirais, durant ses différents passages comme ministre de la Défense. Et puis, donc, nous nous sommes heurtés. C'était durant la guerre du Golfe. Quand moi, je disais que les Irakiens que Saddam Hussein allait tirer sur Israël des missiles, et lui posait la grande question, mais qu'est-ce qu'il a contre nous? Qu'est-ce que nous lui avons fait? Pourquoi est-ce qu'il devrait intervenir? C'était là, je dirais, une première, et puis ensuite, on s'est rencontrés de nouveau quand j'étais attaché de défense, attaché militaire à Paris. Il était venu au Salon du Bourget. Et puis là, on s'était de nouveau reconnu, on avait refait, je dirais, connaissance. Et puis c'était juste au moment où je devais aller en mission au Portugal et en Espagne, et que lui, naturellement, dont il n'était pas au courant. Et naturellement, c'était un renouveau. Donc, quand il a gagné les élections en 92. C'était plus que normal qu'il m'ait appelé parce qu'il savait que dans mon poste, dans mon dernier poste à l'armée, j'étais responsable de l'évaluation du renseignement. Il avait besoin de quelqu'un qui sache à côté de lui donner le bon conseil et surtout, je dirais, la connaissance de l'arabe lui était essentielle. Alors c'était votre mission dans la proximité d'Yitzhak Rabin. Donnez-nous un aperçu de comment il était dans ce genre de situation dans le travail où quand on n'est pas en public, quand il est chargé par exemple de connaître, de découvrir chaque matin on va dire les documents sur les renseignements militaires que vous lui fournissiez certainement. Comment réagissait-il? Alors lui, c'était un personnage assez bizarre, je dirais, d'un certain côté. On pouvait régler sa montre le matin quand il arrivait à 8 heures au bureau, ni une minute de retard, ni une minute d'avance, c'était 8 heures. Et 8 heures, j'avais 4 à 5 minutes au grand maximum pendant la journée, si jamais il n'y avait pas quelque chose d'extraordinaire, pour le briefer, pour demander, je dirais, ses directives concernant telle ou telle mission ou telle délégation qui devait arriver, le rencontrer. Donc, Rabin se voyait, je dirais, un grand connaisseur et tellement grand connaisseur que des fois, il commettait des erreurs abominables. Je me rappelle, par exemple, la visite la visite du président de Yakoutia. Yakoutia, c'est une grande république en Sibérie.
Il était venu rendre visite chez Rabin, et Rabin, sans doute, avait en tête Yakoutia, c'était sans doute Michel Strogoff et compagnie. Je lui avais proposé de le briefer sur Yakoutia, il a refusé, il ne voulait pas. Eh bien, on s'est assis devant le président, et puis alors d'abord, il a traité de président d'autonomie, de ce qu'il a naturellement complètement sidéré, le président yakoutien. Et puis ensuite, il commence à lui parler d'agriculture, comment est-ce qu'on traite les vaches, comment est-ce qu'on les ordinateurs qui sont au service de l'agriculture, etc., etc. Et puis il lui pose la question. Il dit, Monsieur le président d'autonomie, quel est le plus grand fleuve que vous avez chez vous? Et le président semble, je dirais, avec beaucoup de cynisme, lui dit, le plus petit fleuve que nous avons, c'est de 4500 kilomètres. J'allais m'enterrer sous la table. Mais c'était typique. Par exemple, je lui préparais le discours qu'il devait prononcer à l'Union européenne. Il arrive, il regarde le discours, il le plie en quatre, il le met dans sa poche, dit je me débrouille. Et naturellement, face à l'audience de l'Union européenne, il n'a fait que répéter je suis un juif qui est très fier, je suis un juif qui est très fier. Donc, je dirais, il y avait des moments où je dirais sa confiance en lui-même était telle qu'il ne voulait pas de prêter attention aux détails. Et Alors, comme vous savez, le diable est dans le détail. le diable est dans les détails. Donc, s'il y a un événement, s'il y a quelque chose qui me reste ancré dans la cervelle, c'est mon retour de Tunis. Et après avoir passé des heures avec Arafat, et je lui raconte ce que Arafat voulait. Arafat veut naturellement un État palestinien de Engev du côté de Tibériade jusqu'à En-Gedi. Et il me dit, mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Je lui dis, c'est ce que Arafat m'a dit. Si vous ne me croyez pas, le secrétaire militaire était avec moi. Posez-lui la même question. Bref, il n'a pas voulu reconnaître cette situation. Alors justement, Jacques, je vous arrête parce que justement, je voulais avoir votre appréciation. Comment Rabin, parce que c'est souvent, est-ce que vous m'entendez, Jacques? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que parce que c'est souvent une question que l'on se pose 30 ans après, comment Rabin a pris l'existence des négociations autour des accords d'Oslo par Shimon Peres et quelle était sa position à ce sujet? On dit qu'il était réticent, on avait le sentiment qu'il était réticent. Vous l'avez vu à ces instants-là précis, comment a-t-il réagi? Alors, ce qui est certain, c'est que Rabin n'avait pas connaissance des détails où on lui avait raconté des histoires concernant Oslo. La preuve, c'est quand je lui ai raconté ce que voulait Arafat, il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru et c'était juste à la veille du sommet au Caire. Il rentre en tête à tête avec Arafat, même pas 10 minutes, il ressort tout rouge, tout en colère, et il dit à l'entourage, on se presse tous autour de lui, et il nous dit, mais Jacques avait raison, Jacques avait raison. Et il dit la célèbre phrase qui ne me quitte jamais. Il dit, c'est dommage que je n'ai pas rencontré Arafat avant de signer les accords. Parce que si je l'avais rencontré et c'était sa position, je n'aurais pas signé. Donc, ce qui me mène à dire très ouvertement qu'il a été tout simplement englouti par les efforts de Pérez. On lui a mis devant les yeux un accord, c'était un fait accompli, et ce que lui a fait, il a ajouté pour sauver la pace et ce que lui appelait un désastre national, il a ajouté ce qu'on appelle les minutes acceptées, agreed minutes en anglais, qui sont en fait la base des relations avec l'autorité palestinienne d'aujourd'hui. Donc je dirais, il a été aspiré par Pérez à une situation. Parce que nous, à l'époque, au bureau du Premier ministre, on s'occupait principalement de la Syrie. C'était l'ennemi stratégique, c'était plus ou moins comment est-ce qu'on arrive à un accord avec la Syrie qui serait étalé sur 25 années, blablabla, tout cela naturellement. Et du coup, nous avons Pérez qui arrive avec un accord déjà signé sur la table, et Rabin regarde, le reste qui lui restait de cheveux sur la tête était complètement disparu. Il dit, il faut corriger cela.
Donc, je dirais, et ce qui s'est passé, donc on a laissé tomber les relations avec la Syrie pour se retourner sur les Palestiniens. Et là, pendant la dernière semaine, il faut savoir que l'accord a été signé, l'accord a été reconnu par Rabin, disons, vers la mi-août, et en 3 semaines, nous sommes arrivés à un accord total. Donc, ce que nous avons cousu ensemble avec l'équipe de Pérez, c'était un gruyère, un fromage de gruyère avec plein de trous, plein de trous. Vous parlez de 93, hein, bien entendu, de l'été 93. Exactement, de Oslo 93. Et donc, c'était naturellement la rivalité entre Pérez et Rabin. C'est qui va signer l'accord à la Maison-Blanche? Est-ce que ça sera uniquement Pérez? Et quand Rabin a dit non, je viens moi aussi, alors Pérez qui dit non, si jamais toi tu viens, alors moi je ne viendrai pas. Et finalement, les deux sont sur place et du côté palestinien, il n'y a qu'Arafat. Donc, cette rivalité entre les deux n'a pas aidé beaucoup les choses dans le domaine, je dirais, de relations avec Arafat, qui a profité de cette rivalité pour jouer entre les deux. Et naturellement, moi, j'étais le pion qui était lancé par Rabin vers Arafat et qui recevait tous les coups de la part de Shimon Peres. Mais pourtant, le sentiment qu'on a eu par la suite, c'est que Rabin a suivi, il a enclenché, il est allé de l'avant dans les accords d'Oslo. Il y a eu l'accord sur Gaza, Jéricho, le premier accord en mai 94. Il y a eu le second accord quelques semaines avant l'assassinat. Finalement. Il faut se rappeler, Daniel, que dans le dernier discours de Rabin à la Knesset, il avait dit une chose. Il a dit: l'avenir je dirais, des territoires palestiniens, ça sera un peu plus qu'une autonomie et moins qu'un État. C'était plus ou moins, c'est comment dire, c'est le summum de ce développement qui n'avait jamais été pensé dès le début. Dès le début, donc quand on a signé les accords d'Oslo, Rabin ne savait pas où est-ce qu'on allait atterrir. Rabin était tout simplement convaincu qu'on lui avait raconté une histoire et que cette histoire voulait dire que donc il y a la bande de Gaza qui sera remise à Arafat, il y a certains arrangements concernant certaines villes palestiniennes en Cisjordanie, et ça sera tout. Quand moi je lui ai raconté cela, il dit: mais moi ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Va au ministère des Affaires étrangères, demande ce qui a été écrit sur Oslo. Je demande cela au ministère des Affaires étrangères, je reçois 3 feuilles de chou. 3 feuilles de chou avec quelques lignes dessus, c'était soi-disant les discussions à Oslo. Je reviens chez lui, je lui dis: et voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors il me dit: moi je ne suis pas certain de ce que tu m'as dit. Et quand il l'a rencontré au Caire, après 10 minutes, il était convaincu qu'il avait fait fausse route, mais c'était déjà trop tard. Et donc vous êtes en train de nous dire là que Rabin est allé à contre-courant, malgré lui, dans les accords d'Oslo. Alors, comment est-ce qu'il a expliqué cela? Nous étions au ministère de la Défense une semaine avant la signature des accords, et puis tous autour d'une table, et puis Rabin pose la question à tous les participants. C'était le chef d'état-major, le sous-chef, bref, tout le monde là-bas autour de la table, les 10 grandes huiles, je dirais, de l'establishment sécuritaire. Et il dit: à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important? Signer un accord avec la Syrie ou signer un accord avec l'OLP? Tout le monde se regarde et puis il n'y a pas un qui lève le doigt en faveur des Palestiniens. Alors lui, il dit, il se lève et il dit: je ne plains pas le Premier ministre israélien qui va se retirer du Golan. Je vais vous dire pourquoi l'accord avec les Palestiniens est important. L'accord avec les Palestiniens est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? Si jamais il y a un problème, eh bien nous sommes chez nous, on reviendra dans la bande de Gaza. Maintenant, avec la Syrie, si jamais on opère un retrait des territoires du Golan et on arrive jusqu'à Tibériade, il faudra initier une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre, c'était tout simplement, comment dire, une vision bleurée, une vision, je dirais, fausse de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais c'était pour lui la justification pourquoi aller signer avec l'OLP et non pas aller signer avec la Syrie de Hafez Assad.
Oui, sur un dernier point, Jacques, je voulais avoir votre appréciation parce que je lisais ce matin dans un éditorial le fait qu'à l'époque d'Entebbe, Yitzhak Rabin, alors Premier ministre, avait déposé une lettre de démission dans le cas où l'opération Entebbe allait risquer d'échouer. Et on se souvient que Rabin, à l'issue de son premier mandat, a démissionné pour endosser la responsabilité de ce compte en banque que sa femme avait ouvert aux États-Unis. La responsabilité du Premier ministre, c'était quelque chose dont il était imprégné on va dire, certains diront contrairement à celui qui est aujourd'hui au pouvoir. Écoutez, Rabin, c'était un grand démocrate. Il croyait dans la démocratie comme une valeur absolue. Il avait en tête, je dirais, le modèle américain, le modèle anglais qu'il voulait épouser. C'était quelqu'un qui était ouvert à toute la presse, de droite, de gauche, du centre. Il ne faisait pas de tri. Il ne se concentrait pas sur, disons, le canal 14, mais Oui. c'était le 11, le 12, le 13, le 14 et le 24. C'était tous ensemble. Mais il faut avouer que les médias étaient plus tolérants envers lui qu'envers Netanyahou. Écoutez, les médias, moi j'ai vu ce que les médias ont écrit sur Rabin. J'ai vu avec Rabin, j'étais assis avec Rabin quand on a vu les documentaires, les films qui ont été diffusés par la bande de Kahana, avec Rabin comme cible, avec une caféa sur la tête, en lui tirant dessus. Comment dire, c'était quelque chose de connu à l'avance que ça allait se passer. Mais lui avait confiance complète dans les services de sécurité et il était convaincu que jamais un juif n'allait tirer sur un autre juif. Une dernière question, Jacques. Merci beaucoup de nous avoir livré ce témoignage particulièrement impressionnant de votre proximité avec Yitzhak Rabin. Je voulais profiter qu'on se parle en une minute, si vous pouvez nous dire ce qui se passe au Liban, parce qu'on voit que le Hezbollah semble reprendre pied. On voit que l'armée israélienne continue ou intensifie ses opérations à l'intérieur du Liban. Même les Américains semblent être un peu désorientés à ce niveau-là. Comment vous expliquez la situation et vers où on va ? Alors, il ne faut pas s'impressionner de l'armée libanaise. L'armée libanaise est un grand zéro. Donc, ce que l'armée libanaise est en train de faire, eh bien, c'est quelque chose de superficiel, en train d'éplucher, je dirais, les épluchures externes d'un oignon, pas plus que ça. Hezbollah continue à se préparer à une confrontation avec Israël. Ça ne veut pas dire qu'il va l'initier pour l'instant. Il est prêt à combattre Israël. Il est prêt naturellement à ce qu'Israël entre dans le jeu. Il attend qu'Israël entre dans le sud Liban par voie terrestre. Et là, naturellement, c'est là où il pense pouvoir tendre des embuscades à l'armée, lui causer beaucoup de dégâts. Pour l'instant, je dirais, ce sont des préparatifs. Ce qui importe, je dirais, le plus aujourd'hui pour Hezbollah, ce sont deux fronts. Un, c'est le front avec la Syrie. Ahmadinejad a une dent contre lui et essaie par tous les moyens de miner et de saboter le Hezbollah en interdisant, je dirais, l'entrée des armes qui sont en Syrie vers le Hezbollah. Et le Hezbollah essaie, avec les Iraniens, par tous les moyens, de faire tomber le régime d'Ahmadinejad. Deuxième point qui est beaucoup plus important, c'est la place du Hezbollah dans le système politique libanais. Et là, naturellement, ce que le Hezbollah est en train de refaire et de reconstruire, c'est de se remettre comme le poseur de veto sur le système politique libanais. Et c'est là, je dirais, le grand échec de Joseph Aoun, où il n'arrive pas à courber, je dirais, la volonté de Hezbollah de rester sur place comme une force politique et soi-disant en essayant de le transformer en parti politique en délaissant sa division armée. C'est tout simplement c'est une blague, cela. Il n'y a pas de division armée, de division politique dans le Hezbollah. C'est tout un seul symbole. Et surtout, je dirais, le Hezbollah sans ses armes n'a aucune raison d'exister. Donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation où s'il n'y a pas une intervention extérieure qui plairait beaucoup à Joseph Aoun pour essayer d'amadouer Hezbollah et de l'obliger à rendre ses armes, eh bien, on va se retrouver d'ici très tôt. À une confrontation. Si jamais on arrête les actions dans le sud Liban, on verra de nouveau les troupes de Radouane se promener sur nos frontières.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir livré ce témoignage émouvant et important sur Yitzhak Rabin que vous avez côtoyé pendant les 3 dernières années de sa vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Jacques. À bientôt. Bonne journée, Daniel.